Sur les clés du succès, si on reste sur vous êtes blogueur, vous êtes marchand, pour moi il y a quatre choses qui sont très importantes. Le mobile, on en parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a plus d'usage mobile du web que d'usage sur un desktop. Donc, ne pas faire attention à ce qui se passe sur mobile, c'est juste une faute professionnelle. Je ne vais pas tourner autour du pot, il n'y a pas 50 façons de le dire. Que vous soyez un petit blogueur, un gros blogueur, un tout petit site, un gros site, peu importe, si vous offrez une expérience mobile optimisée, juste une seconde, optimisée, même si ce n'est pas tout votre site, au moins vous avez une réponse mobile. Il ne faut pas qu'un internaute arrive sur son mobile, voit un site dégueulasse ou tout petit, et qu'il n'ait pas d'autre choix que de partir. Il faut qu'il ait au moins quelque chose qui se passe sur mobile. Ouais. Quand on a un blog WordPress, est-ce qu'il y a un plugin spécifique qui... Il y en a plein. Il y en a plein. Et vraiment, si tu veux faire un gros investissement et mettre $30 dans un plugin, top, bah, ça te coûtera $30. Faire un peu plus loin. Voilà. Non mais, aujourd'hui, concrètement, je vais plutôt parler d'e-marchand parce que c'est plus compliqué. Quand tu es e-marchand, que tu as configuré par exemple un Magento ou un PrestaShop, c'est pas toujours évident de se dire je vais me lancer sur mobile. Parce que peut-être que tu as configuré tes produits, que c'est compliqué, que tu ne peux pas les vendre aussi facilement sur mobile, il y a trop d'options, il y a trop de texte, il y a trop de photos. Bref, il y a plein de freins. Ça n'empêche que tu peux offrir une expérience mobile quand même. Et se dire, je peux quand même naviguer dans mon site. Peut-être que je ne peux pas commander sur mobile, mais peut-être que je peux juste ajouter au panier. Et je finaliserai la commande, ou je peux juste ajouter dans ma wishlist, ou je peux juste créer mon compte, ou je vais juste mettre en avant quelques produits. Pas tous, mais juste quelques-uns qui sont navigables. L'idée, c'est de se dire, si quelqu'un vient avec un smartphone sur mon site, déjà il a fait l'effort de venir. Si quand il vient, il a une expérience qui est tellement pourrie qu'il ne peut pas naviguer dessus, enfin, tu vois, quand tu dois cliquer sur un truc tout petit, tu cliques au mauvais endroit, enfin, ça ne marche pas. Et donc, tu parlais de WordPress, mais c'est vrai surtout. Aujourd'hui, si vous vous lancez, je suppose que vous ne lancez pas avec Ibris, vous irez plutôt sur un Magento, sur un PrestaShop, sur un WordPress, un Blogger, ce genre de choses. Si nativement il n'y a pas une solution, la solution elle ne vous coûtera pas plus de $30. Voilà. Et il y en a pour WordPress. Alors je ne sais pas si vous connaissez, il y a des sites comme ThemeForest par exemple, voilà, qui vendent des thèmes plutôt jolis à $60, qui sont généralement ce qu'on appelle responsive, donc qui sont adaptés automatiquement en mobile, ainsi de suite, ou des thèmes purement mobiles, ou des plugins. Bref, il y a plein de solutions. Honnêtement, tapez sur Google et vous trouverez forcément votre solution. Mon conseil, c'est n'oubliez pas. Voilà, je ne vous dis pas, faites autant d'efforts sur mobile et faites tout le truc sur mobile, mais en tout cas, n'oubliez pas. Et si vous l'avez oublié, allez juste regarder dans vos stats combien il y a de personnes qui viennent chez vous par mobile. Généralement, ça va vous motiver pour l'installer. Vous avez des chiffres pour le e-commerce des gens qui achètent sur mobile? Plein, mais c'est très variable selon ce que tu vends et selon l'expérience que tu as. Moi, enfin, il y a des expériences qui sont très variées. Je pourrais parler d'eBay ou de vente privée qui font beaucoup de chiffres. Je peux parler d'un tout petit marchand que je suis et qui fait 20% de ses ventes sur mobile. Un autre qui en fait 2%, mais par contre qui recrute beaucoup d'emails parce que l'expérience elle va plus loin dans ce sens-là. Ça dépend beaucoup des efforts que tu fais. Globalement, moi le chiffre que je retiens et que je mets souvent en avant, c'est juste le nombre de visiteurs. C'est que tu te dis que tu as 20% de ton trafic qui vient sur mobile, tu ne peux pas le laisser partir. Surtout que si tu as un site e-commerce, généralement tu as payé pour ce trafic. Que tu aies fait du AdWords, de l'affiliation, de n'importe quoi, tu as payé pour ce trafic. Et donc c'est un peu comme si tu prenais 20% de ton budget, tu foutais à la poubelle. Une question? Pour rebondir, peut-être qu'il faudrait élargir en disant, comme tu dis, c'est un point d'entrée mobile, mais c'est pas parce que la personne n'achète pas directement sur mobile qu'elle a oublié l'offre et elle peut venir sur ton site. Bah, je peux même te répondre un peu plus largement. Moi, je travaille pour des grands groupes, donc des grands sites avec des marques que vous connaissez. Il y en a pour lesquels c'est trop coûteux de passer au mobile. Quand tu as 2 millions de produits, faire en sorte que tes 2 millions de produits s'affichent bien, puissent commander, tu as une vraie expérience qui répond à leur niveau de qualité, machin. Parfois, tu peux pas. Enfin, en tout cas, ils ne veulent pas faire l'effort, ça va coûter trop cher. Et donc, la réponse, c'est de se dire je vais juste recruter des gens. Donc, je vais juste mettre quelques produits en avant avec mes tendances du moment. Ça ne coûte pas très cher. Je mets un lien pour m'inscrire, donc je vais pouvoir rentrer mon email et grosso modo, je deviens inscrit. Mais l'achat, de toute façon, tu ne peux pas le faire sur mobile. Voilà. Et c'est une des solutions. C'est pas forcément celle que je vous préconise. Moi, ce que je vous préconise, c'est d'avoir une solution, quelle qu'elle soit. Mais juste de ne pas oublier ces 20% de gens qui viennent sur mobile. J'avais rencontré le patron sur un salon SMI, donc du search chez Google, et il disait qu'en gros, il y a 65% des commandes, des achats en ligne qui sont faits, qui sont initialisés sur mobile, et qui seront faits sur un PC fixe ou mobile. C'est là où
alors, je ne vais pas faire un cours là-dessus parce que c'est pas l'objet, mais il y a un truc où je vous invite à taper ça sur Google, c'est omnicanal. L'idée aujourd'hui, c'est de se dire plus personne, mais personne, n'utilise un device. Tout le monde a un smartphone et un ordinateur, ou une tablette, et ou un ordinateur au bureau. Bref, personne n'utilise plus qu'un seul moyen d'aller sur un site internet. Et donc très souvent, enfin c'est pas très souvent, voilà, 65% chez Google, mais je pense que globalement, la navigation c'est même plus près des 90%, il y a une expérience qui est multi-channel, et donc quelqu'un qui va vous découvrir sur son smartphone, il va revenir sur son desktop, il va peut-être naviguer au bureau, il va peut-être le passer par la tablette, et le moment de l'achat, vous ne savez pas lequel c'est. C'est peut-être le moment le soir où il est dans le métro et il est en train d'être sur son téléphone. Donc globalement, vous ne pouvez pas le savoir. Ce qu'il faut pour vous, c'est avoir une réponse à ces personnes. Alors, je vais juste passer rapidement sur le reste. On a parlé de grande contente. Juste un mot sur les blogueurs. En fait, le terme que les gens utilisent et que moi j'aime pas, c'est influenceur. Moi, je préfère parler de blogueur. Parce que l'influence, c'est un truc qui est très c'est une question d'ego. Voilà. J'adore qu'on dise que je suis influenceur, mais ça ne vaut pas 10 balles. La réalité, c'est que les blogueurs aujourd'hui sont devenus des ambassadeurs. C'est des gens qui créent de la confiance avec leurs lecteurs. Et donc, si vous lancez des produits, je vais reprendre mon exemple de fleuriste, il est sympathique, il pose des photos jolies et ainsi de suite. De temps en temps, tu as des blogueurs déco qui vont prendre ces photos, qui vont parler de lui. Et c'est les lecteurs de ce blog-là. Généralement, ils ne vont pas se poser la question de est-ce qu'il a raison d'en parler, est-ce que c'est vraiment bien ou pas. Comme ils ont l'habitude de lire ce blog, ils prennent un peu ça pour argent comptant. Et les blogueurs aujourd'hui, je vais vous donner des chiffres, savez-vous combien de personnes font confiance à la pub? C'est-à-dire quand vous voyez une publicité, combien de personnes estiment qu'elles ont confiance dans le message qui est donné? 20%, 10%, 5%, c'est 6%. Même question pour les blogueurs. Est-ce que vous savez combien de personnes qui lisent un article font confiance à ce que dit le blogueur? 80. 50. 50, c'est méchant. 82. 82. C'est des chiffres, hein, c'est des analyses. Ça ne veut pas dire que c'est ça pour argent comptant. Ce que je veux vous montrer en vous disant ça, c'est le gap qui est entre les deux. Quand un blogueur va parler de vous, il va parler de vous avec ses mots, avec son impression, son ressenti. C'est plus de la pub. Ça vous fera peut-être de la pub, mais ça n'en est pas. Et donc, ça a un intérêt de s'appuyer sur ces gens-là, sur cette communauté-là, pour véhiculer votre message. Ça ne veut pas dire que ces gens-là vont aller dire il y a une promo, allez-y. D'ailleurs, généralement, ils ne vont pas le faire. En revanche, ils vont dire bah, tiens, j'ai découvert le fleuriste, c'est sympa, c'est marrant, en plus, il est sur les réseaux sociaux. Si vous voulez acheter des fleurs, regardez. Et c'est plus comme ça que ça va se passer. Je rebondis sur ce que j'avais dit au début. Twitter, c'est un bon réseau pour aller parler à ces gens-là. C'est un bon réseau pour aller créer du lien avec ces gens-là. Pas leur dire, s'il te plaît, fais pas de la pub, mais aller se mêler des conversations avec eux. Et au final, avoir une relation avec eux. Moi, je connais énormément de blogueurs. Je crois que je connais à peu près tous ceux du top 100 français. Et je ne les ai jamais démarchés. Il y en a à qui j'ai proposé de me faire de la pub sur tel truc ou tel truc, mais j'aurais proposé parce que je les connaissais. Et parce que j'ai établi une relation avec eux. Alors, il y en a une petite partie que je ne connais pas vraiment, physiquement, que j'ai connue que à travers des échanges. Mais au final, on a des échanges. Et je ne suis pas allé les voir en leur disant s'il te plaît, fais ma pub. Je suis allé les voir en leur parlant de leur sujet, en leur parlant du mien, en échangeant. Il y en a avec qui j'échange depuis 4 ans que je n'ai jamais vu physiquement, mais avec qui on a des, entre guillemets, des bonnes relations presque amicales. Voilà. Et donc c'est ça. La relation avec les blogueurs, ça va vous permettre à vous entre guillemets, d'avoir des ambassadeurs qui sont à la fois des ambassadeurs et à la fois de bonne volonté. Ils vont venir parler de vous parce qu'ils ont envie de le faire et pas parce que vous leur demandez de le faire. Juste un point technique sur Facebook et l'open graph. Alors je ne veux pas être trop technique, mais il fallait que je parle de l'open graph. Aujourd'hui, quand on parle de Facebook, tout le monde pense à son newsfeed, à sa page, à du community management, au recrutement de fans, ce genre de choses. La vraie valeur de Facebook, spécialement si vous êtes marchand, elle n'est pas là. Elle est dans ce qu'on appelle l'open graph. L'open graph, c'est, je vulgarise beaucoup parce que j'ai pas une demi-heure, c'est la base de données de Facebook. C'est la base de données sous la base de données. C'est-à-dire qu'il y a ce que vous voyez et il y a ce que Facebook est vraiment. Facebook, c'est 1,3 milliard d'inscrits. Je crois que maintenant c'est même 1,5. C'est 1 trillion de connexions. Bon, je ne l'écris pas avec les zéros parce que ça prendrait trop de place, mais c'est 1 trillion de connexions entre les gens.
C'est 4 milliards de likes par jour. C'est comme YouTube, il y a plein de vidéos, plein de likes. Tout ça pour dire, vous avez, vous, la possibilité d'utiliser des outils de Facebook, notamment ce qu'on appelle le Facebook Login sur un site marchand, pour faire en sorte que les gens s'inscrivent sur votre site en utilisant le Facebook Login. Le gros avantage, quand je parle de gros avantage, c'est que vous allez pouvoir augmenter de 20% le taux d'inscription en moyenne. C'est qu'on n'a plus besoin de remplir tout le formulaire qui fait 3 plombes et qui vous demande votre adresse, ainsi de suite. En tant que marchand, la seule chose dont vous avez besoin pour recruter quelqu'un, c'est son adresse email. C'est ce qui va lui permettre d'avoir un compte chez vous, mais c'est surtout ce qui va vous permettre de communiquer auprès de lui. Vous n'avez pas besoin de son adresse à l'inscription, elle ne vous sert à rien. L'adresse, vous en avez besoin à la première commande. Si l'internaute vient sur votre site, qu'il est prêt à vous donner son adresse email, mais qu'il n'a rien à acheter, prenez-la. Ça fait partie des 98% de visiteurs qui ne rentrent pas dans vos taux de transformation, mais qui font que vous allez pouvoir les recontacter et ainsi de suite, faire grandir votre base et avoir un marketing qu'on appelle proactif. Juste un mot. Je pourrais vous faire 2 heures sur l'Open Graph, mais je ne vais pas le faire tout de suite. Juste un mot sur le profil personnel et le profil social. Est-ce que vous savez ce que c'est votre profil Facebook? Votre profil personnel, c'est quoi? C'est super défaut. Qu'est-ce qui constitue votre profil? Il y a 3 choses. Il y a le déclaratif. Vous avez dit que vous appeliez tant, que votre date de naissance c'est état, que vous habitiez à tel endroit. Ça c'est le déclaratif, c'est ce que vous faites. Ce que vous êtes, pardon. Ce que vous faites sur Facebook, donc vos actions, c'est vous avez liké une page et ainsi de suite, vous avez liké un profil, vous avez partagé un profil, vous avez partagé une photo. Deuxième chose. Troisième chose, c'est ce que vous avez fait en dehors de Facebook mais qui est lié à Facebook. Par exemple, vous avez partagé un article sur Facebook, c'est un article extérieur. Vous avez liké sur le blog quelque chose qui va se retranscrire sur Facebook. Vous avez écouté de la musique sur Spotify, ça va partager ce que vous êtes en train d'écouter. Je suis clair sur tout ça? Ok. Vous avez l'impression que j'ai oublié quelque chose? Je suis dans mon critique. Est-ce que j'ai fait le tour de ce qu'est votre profil Facebook? Le statut. Le statut, c'est déclaratif. Les pages fortes. Le commentaire, c'est du déclaratif. Les pages Facebook. Les pages Facebook, c'est du déclaratif. C'est ce que tu fais sur Facebook. C'est votre objectif, non? Il y a un truc, vous y pensez pas parce que c'est trop évident. C'est vos amis. Vos amis. Et en fait, ce que vous pensez être votre profil Facebook, c'est ce que Facebook appelle le profil personnel. Ce qui est en fait réellement votre profil pour Facebook, c'est ce que lui il appelle le profil social. C'est vous, tous vos amis et toutes vos connexions. Enfin, toutes les interconnexions. Et quand moi, en tant que marchand, je récupère un Facebook Login, je récupère le profil social de la personne. Je ne récupère pas les droits sur la personne qui est venue s'inscrire. Je récupère les droits sur la personne qui est venue s'inscrire et tous ses amis. Potentiellement, quelqu'un en moyenne a un inscrit Facebook à 130 amis. Je récupère un accès à 130 profils. L'intérêt de ça, c'est quoi? C'est pas des big brothers. C'est pas de dire j'ai une quantité d'informations géniales. C'est surtout de dire je peux exploiter ces informations. Un exemple tout simple, je suis un site e-commerce. On reçoit tous 15 mails le jour de notre anniversaire pour nous dire que votre anniversaire, vous avez une promo, venez acheter chez moi. Ok. Ce que peu de sites font, c'est de vous dire aujourd'hui c'est l'anniversaire de votre copine. Voilà ce que vous pourriez lui acheter. Et ça, c'est une information que Facebook vous donne. Vous l'avez cette information. Si vous avez permis à vos internautes de faire un Facebook Login, vous savez qui sont les 130 amis. Vous connaissez leur date d'anniversaire, vous savez où ils habitent. Vous pouvez tout à fait utiliser cette information-là pour vous dire je vais, dans ma newsletter hebdomadaire que je leur envoie, leur dire cette semaine, c'est l'anniversaire de tel ami, tel ami, tel ami. Et comme j'ai accès à son profil, je sais à peu près ce qu'elle aime, voilà les produits que tu pourrais lui proposer. Et on est dans ce qu'on appelle de l'ultra-personnalisation. C'est encore un mot qui est un peu pompeux. Mais dans l'idée, c'est de se dire que ça fait partie de ce que nous disait Nicolas tout à l'heure sur j'améliore de 20%, 20%, 20%, 20%. Là, vous allez pouvoir améliorer à la fois le taux d'acquisition, le taux de recrutement de clients, parce que le Facebook Login est quand même plus sympa à utiliser que de remplir tout un formulaire. Vous allez pouvoir être beaucoup plus proactif parce que vous allez proposer des choses intéressantes aux gens parce que vous savez qui ils sont. Et vous allez en plus pouvoir proposer des choses qui sont liées à leur communauté parce que vous savez aussi qui sont leurs amis. Voilà. C'est pour ça que je vais vous parler d'Open Graph. J'ai fait un très très long, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais je pourrais faire une journée sur l'Open Graph.
Facebook, ils vendent ça. Non, c'est gratuit. C'est cool, hein? C'est gratuit. Et comment on la récupère alors? C'est un truc de développeur. C'est le code. Voilà. Mais tu as des outils, hein. Si toi t'es pas codeur, tu peux acheter des outils qui vont permettre notamment de simplifier l'inscription, donc d'utiliser le Facebook Login. Et après, la personnalisation, c'est des outils un petit peu plus poussés, mais il y a des choses qui ne coûtent pas très cher aussi. Il n'y a pas des sociétés de marketing qui font ça? Si, bien sûr. Et c'est facturé combien ça, ce genre de choses? Ça dépend. Ça dépend de beaucoup de choses. On peut en parler plus en détail, mais ça va de $1 à 50 000 par mois. C'est très, très, très variable. Juste, je vais passer en revue quelques questions qu'on pose souvent. Je vais les passer très très rapidement et ensuite, si vous voulez rentrer dans le détail, vous me poserez des questions. La question, est-ce qu'il faut payer sur les réseaux sociaux? Oui, il faut payer. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, les réseaux sociaux comme Facebook font en sorte que votre visibilité diminue. Donc votre visibilité gratuite diminue. Le fait de payer, même pas très cher, moi par exemple, je mets 20 € par jour sur les réseaux sociaux, sur une de mes sociétés, ça suffit à la faire grandir, à lui donner la visibilité et à lui donner suffisamment de visibilité pour avoir un ROI qui est positif. Donc, mon conseil, c'est pas se dire que les réseaux sociaux sont éternellement gratuits. Vous pouvez être gratuit, rester gratuit et ne rien payer. Je vais juste faire des trucs et après je prends les questions. Je fais juste ces questions-là rapidement et après je prends toutes les questions. Et vous pouvez, c'est juste que c'est un coup de boost assez facile et pas très onéreux, mine de rien. La deuxième chose, c'est sur le nombre de publications. La troisième chose, c'est sur la régularité. La régularité, c'est extrêmement important. Que vous soyez blogueur ou que vous soyez juste présent sur les réseaux sociaux, il ne faut pas forcément y aller 10 fois par jour. Il vaut mieux y aller une fois chaque jour ou une fois tous les 2 jours, mais en tout cas d'être très régulier. Vous dites pas, je vais être présent, ultra présent cette semaine, et pendant 3 semaines, je suis plus présent. Ça sert à rien. Je ne vais pas vous apprendre ce que c'est que la communication, mais grosso modo, il y a une notion en communication, c'est la répétition. Les gens vous font confiance et vous reconnaissent en tant que marque parce qu'ils vous voient de façon répétitive. Donc ça, c'est très important. Donc le nombre de publications n'a pas forcément une grande importance, c'est plus la régularité que je vais favoriser. Le temps réel, c'est une question qu'on se pose souvent. Est-ce qu'il faut que je sois tout le temps sur les réseaux sociaux? La réponse c'est non. C'est bien d'y être s'il y a une merde, je vous dis ça comme ça. C'est bien de répondre rapidement, ça évite pas de buzz. Mais en l'occurrence, est-ce que vous avez besoin d'être tout le temps sur les réseaux sociaux et de répondre en moins d'1 heure avec un message? La réponse c'est clairement non. En tout cas pour mon expérience, c'est clairement non. Est-ce que vous devez faire, vous en tant que patron du personal branding? Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire oui. Et moi je vais faire partie des gens qui vont vous dire oui, mais seulement si ça vous correspond. Il faut avoir une nature, une personnalité où vous ayez envie de vous exposer un petit peu. Si c'est pas votre truc, vous forcez pas, d'abord ça va se voir. Des gens qui sont pas à l'aise, qui n'ont pas envie, pas à l'aise à la rigueur c'est pas grave, mais qui n'ont pas envie, clairement vous forcez pas quoi. Moi je vois des mecs, on a l'impression qu'il y a le mec en dessous qui lui tient les pieds pour qu'il ne sorte pas du champ de la caméra. Honnêtement, juste le faites pas. Voilà. Si vous voulez humaniser la relation, j'en parlais tout à l'heure, mettez votre photo plutôt que votre logo par exemple, voilà, on en parlait tout à l'heure, mais c'est seulement si vous avez envie. Il n'y a pas de règle, je ne vais pas vous dire, il faut absolument voir votre tronche, il faut absolument mettre votre nom, il faut absolument... Bon bref, c'est juste si ça vous correspond.